Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal. Voici le sommaire. C'est le fruit d'une collaboration sans précédent entre la Banque africaine de développement et la Banque mondiale. Le sommet sur l'énergie réunit depuis ce lundi en Tanzanie les leaders de tout le continent à la clé des solutions pour connecter 300 millions de personnes en Afrique à l'électricité. La vice-présidente de la République y représente le Bénin. Protéger sa vie privée doit-elle primer sur toute autre préoccupation? La réponse est oui pour la communauté internationale. Elle attire l'attention ce 28 janvier, journée mondiale de protection des données personnelles, à suivre l'appel de l'APDP du Bénin et les moyens de protéger sa vie privée sur Internet. Et puis, plus de vie privée ou plus de vie simplement pour plusieurs citoyens à Goma, en République démocratique du Congo. Les combats s'intensifient. Au moins 17 morts et près de 370 blessés. Le tour de l'actualité internationale nous conduit aussi en France et au Royaume-Uni. Ce 27 janvier s'est ouvert en Tanzanie le sommet africain sur l'énergie Mission 300. 2 jours de réflexion pour accélérer l'accès à l'électricité pour 300 millions de personnes en Afrique d'ici 2030. La vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata Zimei-Yerima, y représente le chef de l'État béninois. Elle a foulé le sol de l'aéroport de Dar es Salaam, accompagnée du ministre d'État Romuald Wadani. Le film de son arrivée avec Jérôme Ongbo. Ce lundi 27 janvier 2025, à l'aéroport international Julius Nyerere de Dar es Salaam, la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabi Talata Zimei-Yerima, représentant le chef de l'État Patrice Talon, au sommet sur l'énergie, a été accueillie sur le tarmac. Elle passe en revue les troupes d'honneur avant de faire une brève halte au salon d'honneur. Mariam Chabi Talata Zimei-Yerima rejoindra par la suite son hôtel. Le sommet sur l'énergie à Dar es Salaam a pour objectif de renforcer la coopération en matière d'accès à une énergie durable et de promouvoir des initiatives innovantes pour relever les défis énergétiques en Afrique. Et ce sommet sur l'énergie devrait donner lieu à la déclaration de Dar es Salaam sur l'énergie qui décrira les engagements et les actions pratiques des gouvernements africains pour réformer le secteur de l'énergie. Selon la BAD, la Banque africaine pour le développement, près de 600 millions d'Africains sont privés d'électricité. En attendant, la 3e édition du forum AFWID, Entendez Femmes africaines en dialogue, est officiellement lancée en Afrique du Sud. Les participantes sont réparties dans des ateliers, des panels et causeries pour des travaux qui vont durer 5 jours. Il s'agit pour elles de diagnostiquer des problèmes auxquels elles sont confrontées au sein de leurs communautés respectives. Compte rendu de nos envoyés spéciaux, ou spéciales plutôt, puisque c'est des dames, Alexandra Diotan et Bénédicte Posso. C'est parti pour la 3e édition de l'AFWID, un dialogue inclusif sur l'amélioration des conditions de la femme en Afrique. De la femme agricultrice à la femme cadre dans l'administration, elles sont toutes représentées sans discrimination liée à la langue et aux conditions physiques. 55 countries brought 1,000 women. Pour réunir 1000 femmes dans une seule place, on dit qu'on doit continuer ce programme. Et le programme est basé sur les luttes, les violences faites aux femmes, que n'importe quelle violence, que ce soit les femmes marginalisées, que ce soit les femmes qui sont peu impliquées dans la société, toutes sortes de violations. So that we can get gender justice. L'AFWID est un programme concentré sur l'autonomisation des femmes et la réduction de la pauvreté. La cérémonie d'ouverture, ponctuée d'animations culturelles, la délégation nationale a particulièrement captivé les attentions. Elle a su vendre la destination Bénin, reconnue au-delà des frontières, entre autres pour les décisions prises et les multiples actions concrètes pour le bien-être des femmes.
Et quelles sont les préoccupations majeures des femmes sur le continent? Nos reporters en Afrique de l'Ouest, du moins en Afrique du Sud, ont tendu leur micro à des participantes du forum venues du Mali, du Niger et de la Tunisie. Chacune peint le tableau au sein de sa communauté et vous allez le voir, que ce soit en Afrique de l'Ouest, du centre ou du nord, les femmes vivent des inégalités plus ou moins similaires à quelques différences près. Suivons plutôt. Au Mali, les femmes sont vraiment courageuses. Les femmes travaillent, malgré qu'on subit beaucoup de dénigrement, elles se battent beaucoup. Elles font le commerce, elles font des teintures, elles font des coutures. Les problèmes sont tels que les divorces, la violence. Les femmes veulent aussi devenir quelqu'un dans ce bas monde, surtout les femmes maliennes. On attend vraiment que l'AFUD nous aide vraiment à atteindre nos objectifs. La situation de la femme au Tchad, je vais dire que c'est toujours en phase d'évolution. Pourquoi je dis ça? Parce que les femmes au Tchad sont toujours considérées au second rang. Elles n'ont pas la chance de pouvoir s'exprimer, elles n'ont pas la chance de pouvoir, n'est-ce pas, mettre en pratique leur savoir-faire. La femme au Tchad, elle est toujours, on dit souvent, la place de la femme est à la cuisine et de la jeune fille. Maintenant, au Tchad, les jeunes filles et les femmes sont vraiment confrontées à des difficultés où on peut énumérer quelques. Par exemple, pour la jeune fille, la non-scolarisation, les filles n'ont pas vraiment accès à une éducation de qualité. Maintenant, les femmes sont souvent violées, où les féministes ne cessent de porter la voix des femmes. Et Inch'Allah, aujourd'hui, il y a une petite amélioration et on pense qu'avec le temps, ça va changer complètement. Elle a un code de statut personnel très fort depuis l'année 56. Et d'après Bourguiba, Tahar Hadid. Et avec les années, la femme a beaucoup appris d'autres acquisitions pour ses droits. Et on a la femme, elle est dans tous les secteurs. Mais ce qui peut-être manque encore, c'est la femme dans les postes de décision. On veut que la femme soit plus forte, soit écoutée, soit auprès des décideurs politiques pour avoir ce changement que nous voulons. Aussi, il y a les femmes rurales. Encore, elles peinent pour le transport, pour le gain quotidien. Encore, elles reçoivent moins que l'homme dans l'agriculture. Non seulement dans la politique, on a déjà une femme chef de gouvernement. Tout le gouvernement, 40% des femmes. On veut encore des femmes. Parce que là où on est décideur, on peut changer. On peut faire l'effet que nous voulons, la Tunisie que nous voulons et la femme africaine que nous voulons. Retour à présent à Cotonou, où un nouvel émissaire du Saint-Siège prend ses marques. Monseigneur Ruben Dario Ruiz Menardi est le nouveau nonce apostolique accrédité au Bénin. Ce mardi 28 janvier 2025, il est allé présenter ses copies figurées des lettres de créance au ministre des Affaires étrangères. Le point de la cérémonie officielle avec Marcela Rossi. Ce premier contact marque le début d'une mission qui s'annonce riche en perspective pour les relations bilatérales entre le Bénin et le Vatican. Monseigneur Ruiz Menardi, qui salue au passage l'hospitalité légendaire du peuple béninois, souligne aussi l'importance du rôle de l'Église catholique dans la consolidation du vivre ensemble et la construction d'une société plus équitable. Dans une atmosphère empreinte de cordialité, le diplomate a exprimé sa volonté de renforcer les relations historiques entre le Bénin et le Saint-Siège, notamment dans les domaines du dialogue interreligieux, du développement social et de la promotion de la paix. Archevêque d'origine argentine, Monseigneur Ruiz Menardi est un diplomate chevronné du Saint-Siège. Il a servi dans plusieurs représentations apostoliques à travers le monde. Les réseaux sociaux, un espace de liberté ou une source de manipulation de la jeunesse. Les jeunes de la commune de Dogbo dans le Koufo ont déjà les précisions sur cette thématique après une séance d'échange avec le porte-parole du gouvernement dimanche dernier. Occasion pour les forces vives de cette municipalité d'aborder certains sujets d'actualité avec le porte-parole du gouvernement, Évariste Zomaon, Samira Chabimane pour le point de la séance. Mon ami, votre première question Le thème principal de la rencontre du porte-parole du gouvernement avec les jeunes tous bords confondus de la commune de Dogbo est les réseaux sociaux, un espace de liberté ou une source de manipulation de la jeunesse. Déjà,
Ne partagez pas parce que vous avez vu sur les réseaux. Vous partagez si vous êtes convaincu, si vous avez vérifié. Il y a ce qu'on appelle les sources d'information, les sources officielles. Si vous partagez, c'est que vous êtes responsable de ce que vous partagez. Plusieurs autres sujets d'actualité sont abordés lors des échanges. L'attaque meurtrière au point triple dans le nord du Bénin et le reversement des aspirants au métier d'enseignant en font partie. Le point triple, c'est le point où le Niger, le Burkina et le Bénin ont une frontière commune. S'il y avait de la présence des deux autres côtés, ce qui s'est passé le 8 ne serait pas arrivé. Bon, nous, ça nous commande d'être encore plus vigilants. Il y a une certitude, c'est un combat que nous allons remporter. L'instrumentalisation de cette douleur que vous vouliez faire, est-ce que ça va nous ramener nos enfants qui sont morts le 8 janvier? Vous allez montrer aux criminels qu'on continue de pleurnicher et ils se disent « Ah, ça leur fait mal, hein. On reviendra encore, on va guetter. » Donc, laissez chacun dans son couloir faire ce qui est de son devoir. Le gouvernement fait son travail. Les AME, dans le budget 2025 qui a été voté, la mesure est prévue. Ce qui n'est pas dedans, c'est le reversement de tous à la fois. Ils sont 30 et quelques mille, primaires et secondaires confondus. C'est plus de 100 milliards de francs CFA. Sur la question d'un troisième mandat pour le chef de l'État, le porte-parole du gouvernement est clair, la constitution béninoise est toujours en vigueur. C'est dans combien de mois octobre? 9 mois. 9 mois. Quand ils vont déposer les dossiers à la Sénat, vous n'allez pas voir ça, non? Mais faire en sorte que l'esprit, la philosophie qui porte ce qu'il fait se prolonge dans le temps. Pour notre bien à tous, pour le bien de nos enfants, pour le bien de ceux qui viennent après nous, afin que nous ayons un Bénin de plus en plus résilient. Parce qu'il dit, si je ne suis pas capable de partir et de voir réussir mes successeurs, c'est que j'aurais échoué. La séance d'échange se referme sur une exhortation, celle d'œuvrer chacun à son niveau pour le développement du Bénin dans la paix et la cohésion sociale. Et c'est une première pour les jeunes de Dogbo de recevoir le porte-parole du gouvernement et de lui confier leurs préoccupations à l'issue de cette séance inédite. Donc, quelles sont les impressions des participants? Voici les réactions recueillies par nos reporters. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intoxications qui circulent sur les réseaux sociaux. À tout moment, il y a de désinformation. Et même entre nous, jeunes, lui pour vous, par exemple, nous ne connaissons pas les sanctions. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut quelqu'un qui puisse nous outiller et aborder aussi quelques questions d'actualité. Il faut dire que je suis très satisfait parce que le porte-parole, le connaissant, il a été à la hauteur de tout. Il a répondu à toutes les questions possibles. Il y a tous les bords qui sont invités, les bords politiques, LD, Mouel Bénin. C'est la jeunesse en fait. Quand il s'agit de la jeunesse, nous sommes entre frères. Moi, je suis très contente d'avoir le porte-parole du gouvernement dans mon milieu. C'est pour la première fois. Par exemple, la question des AMU. Nos frères AMU, d'autres ont soulevé d'autres problèmes. Concernant les bonnes dames qui vendent au marché, il a tout expliqué. Ce gouvernement, moi, je ne peux pas l'oublier. Particulièrement quand moi j'ai fait un tour à GDIZ. Est-ce que c'est le Bénin? Ça a changé notre pays. Est-ce que d'autres personnes peuvent faire comme lui? Les impressions sont très bonnes par rapport à cette démarche qui permet à l'autorité de descendre pour rencontrer surtout les jeunes en quête de savoir sur une thématique qui est d'actualité parce que nous sommes tous accrochés aux réseaux sociaux. Et il y a des abus qui se font. Nous sommes dans un pays de droit. Il va falloir que chacun connaisse un peu son couloir pour éviter des soucis. Ce qui était très important aussi, c'est la démarche participative de cette séance. Les jeunes ont profité pour poser d'autres préoccupations qui sont allées au-delà du thème, surtout à l'approche d'une fin de mandat qui s'annonce où il y a toujours des malcompréhensions dans la tête des gens. Et je l'annonçais tantôt en titre, on est le 28 janvier 2025 et c'est la journée mondiale de protection des données personnelles. Thème cette année, placer la protection de la vie privée au premier plan. Une occasion pour le président de l'autorité de protection des données personnelles du Bénin de lancer un appel pour une meilleure attention sur nos données personnelles, sur notre vie privée, suivant un extrait de la déclaration de Luciano Rumpono. Le thème de cette année, placer la protection de la vie privée au premier plan, nous rappelle avec force que l'engagement collectif envers la confidentialité et la sécurité de nos informations personnelles est plus primordial que jamais. À une époque contemporaine
où les technologies numériques évoluent à une vitesse exponentielle, où nos données se déplacent et circulent avec une fréquence incroyable, il est impératif que nous prenions tous, sans exception, conscience des enjeux qui en découlent. En plaçant la protection de la vie privée au premier plan, nous devons également œuvrer de manière proactive pour renforcer nos institutions chargées de veiller à ces droits fondamentaux et de garantir que ceux-ci soient respectés dans tous les secteurs de la société. Cela implique un besoin de collaboration, de cohésion et d'un dialogue constant entre le gouvernement, les institutions de l'État que nous sommes, les entreprises et la société civile, ensemble. Nous devons, mesdames et messieurs, promouvoir une culture de la responsabilité en matière de gestion des données où chaque acteur, qu'il soit public ou privé, reconnaît et assume pleinement son rôle dans la protection des données personnelles. À cet égard, je voudrais souligner l'importance cruciale de l'éducation et de la sensibilisation. Nous devons armer la population avec les connaissances et les outils nécessaires pour naviguer avec confiance et sécurité dans un monde numérique complexe et parfois déroutant. La protection de la vie privée, une responsabilité personnelle, mais aussi une cause commune, tenait, pour exemple, cette formation initiée par l'association PEBCO Bethesda pour le renforcement de la sécurité des données à caractère personnel. C'était aussi l'occasion d'une sensibilisation sur les risques liés à toute forme d'imprudence numérique. Elle a permis aux participants de s'approprier les bonnes pratiques en matière de confidentialité sur le net. Le point avec Jérôme Rongbo. C'est une confusion des frontières. Une sensibilisation sur la protection des données à caractère personnel. Le personnel de l'association PEBCO Bethesda l'accueille avec grand intérêt. En tant qu'institution de microfinance, nous traitons quotidiennement un volume très important de données sensibles relatives à nos clients, nos partenaires et nos collaborateurs. Ces informations, qui constituent le socle de notre activité, doivent être protégées avec rigueur et responsabilité. Selon le formateur, la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel requièrent l'abandon de certaines habitudes comme l'expansion de sa vie privée sur Facebook, WhatsApp ou autres réseaux sociaux, le transfert de documents sensibles ou de cartes biométriques par les réseaux sociaux, l'autorisation à une tierce personne d'accéder à son smartphone ou à ses outils de travail. On a recommandé déjà de sécuriser les comptes de réseaux sociaux, d'accord, de ne pas faire en sorte que les réseaux sociaux soient toujours ouverts et, comme on appelle, accessibles à tous ceux qui peuvent avoir accès à notre terminal. On a recommandé de séparer, pour les professionnels, de séparer les usages professionnels des usages personnels, d'essayer également de limiter, d'accord, on va dire, les informations qu'on peut partager qui sont liées à notre profession sur les réseaux. La présente formation est le fruit d'un partenariat prometteur. En cette journée de protection des données, nous devons saisir l'opportunité qui nous est offerte à travers cette formation. Je nous invite à tirer pleinement profit de cette journée afin de repartir avec des compétences accrues et des solutions concrètes pour garantir notre conformité et mieux renforcer la confiance de nos clients. Un message bien reçu par les participants qui ont saisi l'occasion pour explorer davantage les risques liés à une mauvaise protection de leurs propres données personnelles et celles des usagers de l'institution. Témoignage de victimes à l'appui, l'assistance a pris la résolution de renforcer dorénavant la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel. Des données à caractère personnel qui sont considérées aujourd'hui comme l'or noir du 21e siècle. Elles font désormais partie de notre quotidien. Si vous hésitez toujours à leur accorder le maximum de protection, attendez de suivre ce reportage de Rebecca Kenjanronde qui revient sur leur importance.
E-commerce, transactions financières, services bancaires, fiches de présence dans les administrations. Les données personnelles peuvent être recueillies de différentes manières. Ghislain Kodjo est CEO de la start-up Digitalement Parlant, une agence de web marketing basée en France. Dans le cadre de ses activités, avec son équipe, il collecte d'importantes données au quotidien. La protection des données de nos clients est une priorité absolue. Nous sommes pleinement conscients de l'importance de la confidentialité et de la sécurité des informations personnelles, que ce soit pour nos clients, nos partenaires ou pour leurs propres utilisateurs, puisqu'on crée également des boutiques pour les entreprises. C'est pourquoi nous avons mis en place des mesures strictes pour nous conformer au RGPD, une réglementation européenne qui encadre la collecte et le traitement des données personnelles tout en renforçant les droits des individus. Au Bénin, des actions sont menées par l'autorité de protection des données à caractère personnel pour sensibiliser les entreprises, mais aussi les citoyens à l'importance de la protection de leurs données, même si des défis restent à relever. Alors, le premier défi, c'est la sécurité. C'est la sécurité dans la mesure où, évidemment, tout le monde a besoin de sécurité et de tranquillité dans sa vie privée. Par exemple, le salarié qui travaille n'a pas besoin d'avoir la vidéo, la caméra pointée sur lui pour pouvoir travailler parce que son patron a envie de suivre exactement ce qu'il fait, ce qui n'est pas normal. Je recommanderais d'ailleurs à toutes les entreprises de faire en sorte que leur site internet soit hébergé ici au Bénin chez nous, puisque maintenant nous avons le Data Center national qui, en toute sécurité, héberge les données. Placer la protection de la vie privée au premier plan, la thématique retenue pour célébrer la Journée internationale de la protection des données, une thématique d'actualité qui va certainement mettre en lumière les dérives constatées sur les réseaux sociaux, des dérives qui prouvent davantage la fragilité de ce qui est considéré aujourd'hui comme l'or noir du XXIe siècle. Et vous pourrez suivre après ce journal à 21h13 exactement un entretien avec le président de l'Autorité de protection des données personnelles du Bénin, toujours à l'occasion de cette journée mondiale de protection de la vie privée. Une toute autre actualité à présent, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 qui a eu lieu hier à Rabat au Maroc. Le Bénin se retrouve dans le groupe D aux côtés du Sénégal, de la République démocratique du Congo et même du Botswana et d'autres pays. Certains Béninois amoureux du football analysent les chances du Bénin d'écrire son histoire. Cette fois-ci, les propos sont recueillis par Gloria Oni, Jules Akoiko. Un peu prometteur. Ce jeu, on sent qu'on peut déposer de la base arrière jusqu'à l'avant maintenant. Je pense que le Bénin a ses chances de qualification étant dans la pôle du Sénégal, de la RDC et du Botswana. Le plus difficile, l'équipe à craindre, c'était la RDC qui était dans le chapeau 2 avec certaines équipes qui sont aussi fortes. Donc si nous tirons la RDC, c'est que c'est du 50-50 à mon humble avis et c'est le match piège qu'il faudra bien négocier pour pouvoir se hisser en 8e de finale. Parce qu'on sait qu'on n'est pas favori parce qu'au Sénégal, on n'aura rien à perdre et le Botswana, je pense que si on met un peu d'effort, on peut y passer. Au vu de ce qu'on a vu lors des éliminatoires, le Bénin a franchi plusieurs obstacles. Donc je pense que ça va passer. Le plus important, c'est de bien négocier l'entrée en compétition face à la RDC. Si nous arrivons à quand même prendre un nul contre la RDC et arracher les 3 points de la victoire face au Botswana, je pense qu'on garde dans nos mains nos chances de qualification. Le pire à commettre, c'est de perdre contre la RDC dès le début. Sinon, à part ça, si on arrive quand même à faire un nul contre la RDC et gagner le Botswana, lors du 3e match, nous allons gérer et garder nos chances de qualification. Actuellement, là où je suis entraîneur. Je sais de quoi je parle. On a des joueurs qui peuvent bien faire l'affaire. Et si on laisse la main libre à l'entraîneur de faire sa sélection, on peut s'en sortir. Pour dire vrai, ça va dépendre de ce que le coach va mettre en place. D'abord, si je prends les 3 qui sont dans notre pool là, le Sénégal par exemple a un jeu fluide. Là, on ne doit pas faire bloc bas contre cette équipe-là. On doit chercher aussi la verticalité. Là, il faut des joueurs comme Sedio Soukou
pour pouvoir faire des passes laser par exemple pour atteindre l'autre de compte plus. Mais quand je prends par exemple la RDC là, je suis sûr qu'ils ont le même jeu comme nous quoi. Là, ce qui va plus primer, c'est la condition physique. Parce qu'eux-mêmes, ils sont rigoureux comme ça, comme chez nous. Nous, on a par exemple en milieu de terrain, là, c'est d'Almeida qui peut faire boss là. Donc là, on aurait besoin plus de la condition physique pour passer. Place à présent autour de l'actualité hors de nos frontières qui nous conduit en République démocratique du Congo, en France, mais aussi au Royaume-Uni. Notre guide ce soir, Arnaud Adadja. Des tirs résonnent encore mardi dans certains quartiers de Goma, grande ville de l'Est de la RDC, livrée au combat entre forces armées congolaises et combattants du M23 appuyés par des Rwandais, tandis qu'à Kinshasa, les ambassades de France, de Belgique et celles du Rwanda sont attaquées par des manifestants en colère. Des Congolais fuyant des combats dans l'Est arrivent à la frontière rwandaise. Pour l'heure, difficile de dire les parties de Goma aux mains du M23. Médecins sans frontières MSF qualifie la situation de désastreuse. Sur le terrain, l'armée sud-africaine annonce 4 soldats supplémentaires tués, portant à 17 les membres de la Force régionale d'Afrique australe, SAMI RDC, et de la mission onusienne MONUSCO, morts ces derniers jours. Pendant ce temps, les contacts diplomatiques se multiplient dans la région pour un retour au calme. En France, les ministres chargés du budget poursuivent jusqu'au dernier moment leurs échanges avec les groupes politiques du Parlement avant la réunion de la commission mixte paritaire prévue pour étudier le texte issu du Sénat. Les ministres de l'économie Éric Lombard et des comptes publics Amélie de Montchalin enchaînent les rendez-vous avec les députés et sénateurs du socle commun EPR-LR Horizon Modem. Le président de la commission des finances, Éric Coquerel, LFI, de son côté, met en garde le Parti socialiste contre une possible validation du budget proposé par le ministre français François Bayrou. La problématique, c'est que le budget qui sort du Sénat est beaucoup plus austéritaire encore que ne l'était le budget Barnier, avec des chiffres qu'il ne conteste pas d'ailleurs. La concession attribuée au Parti socialiste sera équilibrée par autant de pertes pour le ministère de l'Éducation nationale. Donc ça montre bien, j'allais dire, un petit peu l'entourloupe qui est derrière tout ça et qui est un peu l'arbre qui cacherait une forêt austéritaire. Je ne sais pas si ça suffira au Parti socialiste, mais je doute que le groupe socialiste, dans son ensemble, se fasse prendre à ce genre d'entourloupe. Deux militants écologistes du groupe Just Stop Oil sont arrêtés mardi pour avoir perturbé la représentation d'une pièce de Shakespeare avec l'actrice américaine Sigourney Weaver la veille à Londres afin de dénoncer l'inaction politique face au réchauffement climatique. C'est tout pour ce point de l'actualité au Bénin et au-delà de nos frontières. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de prendre le rendez-vous à 21h pour l'entretien avec le président de l'Autorité de protection des données personnelles. Bonsoir chez vous.